Merci, Marcia, d'être là. Donc, on t'écoute. Merci beaucoup, Sophie, pour la présentation. Mais merci à tout le monde pour votre présence. Puis merci au comité organisateur également. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce midi pour vous parler de mon sujet chouchou depuis maintenant une dizaine d'années. Comme Sophie le disait, donc le désistement de la délinquance grave et persistante à l'adolescence. J'ai 3 objectifs pour la présentation d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je souhaite qu'on puisse un peu là, définir qu'est-ce que le désistement. C'est un objet d'étude dont on entend peu parler au Québec, au Canada. C'est quand même très populaire, par contre, en Angleterre et en Irlande. Donc, j'ai le goût de faire le tour de ce concept-là avec vous. Ensuite, je souhaite qu'on puisse identifier les facteurs qui favorisent ou qui font obstacle au désistement de la délinquance grave et persistante à l'adolescence, en mettant l'accent un petit peu plus sur, pour mieux comprendre en fait le rôle des interventions psychosociales dans le processus de désistement. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, je vais m'appuyer sur différentes portions de mes études doctorales, que j'ai terminées là, il y a 2 ans maintenant, en fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder vos questions pour la fin, là, s'il y a quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'y revenir. Donc, pour vous mettre en contexte, je voulais un peu vous expliquer d'où vient mon intérêt pour la délinquance grave et persistante à l'adolescence, d'où vient mon intérêt pour le désistement. Et pour faire cette mise en contexte-là, j'avais le goût de vous présenter Nathan, qui est un nom fictif, évidemment. Nathan, qui a 17 ans, qui n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Il a commis ses premiers délits à l'âge de 14 ans. On parle de délits qui ont commencé par la possession de stupéfiants et qui, tranquillement, pas vite, ont augmenté vers le trafic de stupéfiants. Donc, on parle d'un jeune homme, d'un adolescent qui a une délinquance qu'on pourrait dire qui est grave de par la nature des délits qui sont commis. Donc, on parle quand même de trafic de stupéfiants et qu'en cours de délit, en cours de commission d'infraction, il peut y avoir certains gestes de violence aussi qui ont été posés. Et on parle aussi d'une délinquance qui est persistante pour Nathan, parce qu'il a, dans le fond, c'est des gestes là, qui perdurent dans le temps, donc qui ont commencé à une période, à l'âge de 14 ans, et qui se maintiennent depuis 3 ans environ. Donc, ça ressemble à ça, là, le portrait, quand on parle de délinquance grave et persistante, c'est le genre de situation qu'on peut retrouver. Et c'est le genre de situation que je voyais souvent à l'époque où j'étais auxiliaire de recherche. On analysait les dossiers de jeunes adolescents et c'est des situations qui revenaient souvent et qui piquaient beaucoup ma curiosité, surtout de voir comment on intervient en fait avec un jeune qui présente ce genre de profil de délinquance-là. Donc, au Québec, le modèle qu'on utilise, on s'appuie sur des données probantes et le modèle qui a été montré, qui est reconnu dans la littérature scientifique comme étant le plus efficace, c'est le modèle RBR pour risque, besoin et réceptivité. C'est-à-dire qu'avec Nathan, d'abord, on va intervenir en tenant compte de son risque de récidive. Comme il est considéré élevé, il va avoir une plus grande intensité d'intervention. Donc, on voit que Nathan est rencontré 2 fois par semaine par son intervenant. Et l'intervenant va s'assurer que Nathan va faire ce qu'il faut pour diminuer le risque de récidive. Donc, on va intervenir selon le principe des besoins. Fait qu'on va regarder dans la vie de Nathan, en fait, c'est quoi les facteurs de risque de récidive, puis on va agir là-dessus. Donc, dans son cas, ce serait par exemple de suivre une formation professionnelle, de trouver un emploi ou d'adresser des problèmes de consommation qu'il pourrait avoir. Et en complément à ce modèle-là, l'approche d'intervention qui est privilégiée, qui est reconnue comme étant efficace, c'est souvent l'approche cognitive comportementale. Donc, on va travailler à la fois les comportements et les cognitions, les façons de penser de Nathan. Et souvent, dans les dossiers, ce que je voyais, donc, une fois qu'on regardait l'intervention qui était faite, moi, je voyais des jeunes qui cumulaient le non-respect des conditions, donc qui ne faisaient pas ce qui leur était demandé dans le cadre des suivis de leur peine. Donc, ce qui m'a amené
à me questionner parce que le fait de ne pas respecter les conditions d'ordonnance va faire en sorte qu'un jeune comme Nathan s'expose à des accusations supplémentaires, comme par exemple des bris de conditions. Et on se retrouve donc à judiciariser certains comportements qui seraient considérés normatifs pour d'autres adolescents. Par exemple, le fait de ne pas faire de démarche pour se trouver un emploi, le fait de ne pas aller à l'école ou le fait de ne pas suivre un programme là, pour régler ses problèmes de toxicomanie. C'est pas des comportements qui seraient sanctionnés pour la majorité des adolescents. Mais pour un jeune comme Nathan, qui a une peine qui lui a été imposée, qu'il doit respecter, il s'expose en fait à une judiciarisation de ces comportements-là. Et avec la proximité de l'âge adulte, donc Nathan a 17 ans, il approche l'âge adulte, les conséquences dans le système pénal pour adultes, casier judiciaire et tout ce qui vient avec, c'est quelque chose qui me préoccupait, en fait, de voir, dans le fond, est-ce que les peines qu'on impose à nos adolescents qui ont une délinquance grave et persistante, est-ce que ces peines-là fonctionnent? Donc, on va aller voir un peu dans les écrits scientifiques, là, qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet-là qui pourrait peut-être nous aider à comprendre la situation de Nathan. Première chose que j'ai remarqué, ce que vous voyez ici, en fait, c'est la courbe de criminalité au Canada. Première chose que j'ai remarqué dans les écrits scientifiques sur la délinquance grave et persistante, c'est qu'en fait, plusieurs auteurs disaient, c'est pas nécessairement très préoccupant. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet parce qu'on considère qu'avec l'âge, de façon naturelle, un jeune comme Nathan finirait par abandonner tout simplement la délinquance. Fait qu'on voit bien sur le graphique que le taux de criminalité augmente de l'âge de 12 ans pour atteindre un sommet à 17 ans et redescendre par la suite. Donc, comme la délinquance est généralement considérée comme étant un phénomène exploratoire ou des comportements un peu plus communs à l'adolescence, plusieurs études vont plutôt s'intéresser dans le fait à distinguer différentes trajectoires. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune va commencer tôt, va commencer plus tard, va faire plus ou moins de délits, plutôt que d'essayer de comprendre vraiment, là, outre la maturation, puis outre le développement du jeune, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va arrêter de commettre des délits, en fait. Puis moi, ce que je trouvais qui était problématique dans cette courbe-là, c'est que oui, le taux de criminalité descend à partir de 17 ans. Par contre, quand on regarde, le taux demeure quand même élevé chez nos jeunes adultes. Donc, jusqu'à l'âge de... Ici, on voit la diminution se fait jusqu'à peu près à l'âge de 22 ans. Donc, quand on regarde ça plus en détail, on se rend compte que les jeunes de 12 à 17 ans, ils représentent 14 % des auteurs présumés d'infractions au Canada, mais ils composent seulement 7 % de la population. Donc, ils sont surreprésentés à ce niveau-là. Et quand on regarde aussi plus tard, ce qui les attend, en fait, ce que les études montrent, c'est qu'un jeune qui aurait été condamné pour avoir commis une infraction entre l'âge de 10 et 16 ans, il est 4,6 fois plus à risque d'être condamné pour un délit sérieux entre l'âge de 17 et 24 ans, puis il est 5,6 fois plus à risque d'être condamné pour un délit sérieux entre les âges de 25 à 32 ans, comparativement à un adolescent qui n'aurait pas connu le système de justice là, durant cette période de la vie. Donc, oui, c'est peut-être quelque chose qui disparaît naturellement, les comportements délinquants, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Puis, on a quand même certains jeunes qui maintiennent leur engagement dans la délinquance un peu plus longtemps. Et en raison des conséquences qui les guettent, pour moi, c'est important là, de mieux comprendre, en fait, comment intervenir avec ces jeunes-là pour qu'ils quittent la délinquance, si on veut, le plus rapidement possible. Souvent aussi, autre chose qu'on voit dans la littérature, c'est que souvent on nous dit que c'est rare que les adolescents vont persister, vont avoir une délinquance grave. Pardon. Donc, souvent, on va dire que c'est des délits qui sont plus des vols ou des choses comme ça. Donc, on va dire, pourquoi s'intéresser nécessairement à la délinquance grave à l'adolescence, puisque c'est un phénomène quand même assez rare. Par contre, ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est que depuis, là, dans les dernières années, ce qu'on observe, c'est, oui, il y a une diminution de la gravité des délits commis chez les jeunes, mais qui est surtout attribuable au fait qu'ils commettent de moins en moins de crimes peu violents. Par contre, quand on regarde
au niveau des crimes plus violents, il y a une augmentation de la gravité des délits qui sont commis là, par les ados dans les dernières années au Canada. Donc, pourquoi des jeunes se retrouvent dans une trajectoire de délinquance grave et persistante? Bien, souvent, ils sont exposés à plusieurs facteurs de risque dans plusieurs sphères de leur vie. Donc, on parle de jeunes qui ont souvent des problèmes de santé mentale concomitants, des enjeux au niveau de la consommation, substances psychoactives aussi, qui peuvent avoir été beaucoup exposés à de la violence, à la maltraitance durant leur enfance, qui peuvent avoir aussi, au niveau des pratiques parentales, il peut y avoir certains enjeux, des parents peut-être trop permissifs ou encore trop sévères. Souvent, c'est des jeunes qui vont avoir beaucoup de difficultés à l'école, autant sur le plan des résultats scolaires, mais aussi que des comportements perturbateurs en classe, ce qui va faire en sorte qu'ils peuvent avoir de la difficulté à se faire des amis qui pourraient avoir une influence positive sur eux, ce qui fait en sorte qu'ils sont souvent un peu plus mis de côté par leur père, parce qu'ils sont dérangeants, parce qu'ils obtiennent l'attention de façon négative, et souvent, on va essayer de se dissocier de ces jeunes-là. Donc, on se retrouve dans une espèce de boucle assez préoccupante, à mon sens, où ces jeunes-là sont exposés à un cumul de facteurs de risque qui les place dans une position où, bien, possiblement que plusieurs besoins psychosociaux de ces jeunes-là ne sont pas répondus, ce qui va faire en sorte qu'ils vont présenter des difficultés importantes sur le plan du fonctionnement social. Donc, c'est sûr que leur situation de grande vulnérabilité, la complexité de ces dossiers, de ces jeunes, des parcours de vie, pardon, de ces jeunes-là, c'est quand même très préoccupant. Et on a aussi une obligation sociale, à mon sens, d'intervenir auprès de ces jeunes-là. Donc, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents nous dit clairement que, en tant que société, on doit offrir des perspectives d'avenir positives à ces jeunes-là. On doit veiller à assurer leur développement et de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la délinquance pour favoriser justement leur réinsertion sociale. Donc, c'est ce qui trace un peu le portrait des ados qui ont une délinquance grave et persistante, puis la pertinence de s'intéresser d'un point de vue social à ces jeunes-là. Aussi, une autre raison pour laquelle ce phénomène-là, en fait, là, de délinquance grave et persistante à l'adolescence mérite de l'attention, c'est qu'on se rend compte que ces jeunes-là sont peut-être peu nombreux, mais ils sont responsables de la majorité des délits qui sont commis par les 12 à 17 ans. Donc, on a peut-être un 15 à 25 d'adolescents qui ont une délinquance grave et persistante, mais c'est eux là, qui commettent jusqu'à 75 là, selon les études, des délits commis par des ados de 12 à 17 ans. En plus, comme on le voyait tantôt avec Nathan, souvent, c'est des jeunes qui ont les taux les plus élevés de manquement. Donc, quand on leur impose une peine, souvent, ils ne vont pas respecter les conditions qui leur sont demandées. Et c'est les jeunes qui vont avoir des taux de récidive les plus élevés. Donc, ça fait en sorte qu'ils s'exposent aux peines les plus sévères. Donc, puisqu'ils ne réagissent pas aux mesures les moins coercitives, ben, on va augmenter là, de plus en plus la sévérité des peines pour essayer de trouver une façon que le jeune de le dissuader, en fait, là, de récidiver par la suite. Mais en les exposant aux peines les plus sévères, ce qu'on sait, c'est que ces peines-là sont associées à l'effritement des liens familiaux, à l'effritement des liens sociaux et à des difficultés d'insertion socio-professionnelle. Donc, c'est comme si on vient un peu rajouter une couche là, sur les difficultés qui sont vécues par ces jeunes-là. Et donc, pour nos intervenants psychosociaux, les défis sont grands quand vient le temps d'intervenir avec les adolescents dont la délinquance est grave ou persistante. Donc, quand vient le temps de déterminer quel type de peine serait la plus appropriée pour eux. Puis, par la suite, on voit bien de concilier leur rôle qui ont, oui, de s'assurer que le jeune va respecter ces conditions, donc l'agent de contrôle, puis ils ont aussi un mandat de réadaptation qui devient un peu difficile là, à conjuguer ces deux chapeaux-là, en fait, là, qui leur sont donnés. Surtout si on sait que les études nous ont montré que dans la façon dont les peines qu'on impose à ces jeunes-là, il y a certaines conditions qui vont avoir un effet positif. Donc, quand on vise la réhabilitation des jeunes, justement suivre des programmes pour régler certaines difficultés, entreprendre des suivis psychologiques,
miser sur le développement des habiletés personnelles, des habiletés sociales. Quand on parvient à individualiser les pratiques selon les besoins des jeunes et qu'on les accompagne dans un cheminement, on sait que ça peut avoir un effet positif. Tandis que lorsqu'on mise plus sur la surveillance, donc on impose de plus en plus de conditions, qu'on augmente l'intensité, la fréquence des contacts entre le jeune et les intervenants du système de justice pénale, quand on adopte une visée plus dissuasive, très punitive et très contrôlante, ça peut avoir un effet néfaste. Donc, les taux de récidive, en fait, seraient plus élevés là, chez les jeunes soumis à ce type de peine-là. Donc, on voit bien la tension qu'il peut y avoir de conjuguer un peu ces deux dimensions-là d'intervention avec nos jeunes qui ont commis des infractions. Donc, si on se ramène à Nathan, donc à la question initiale qui était de voir, ben, en fait, est-ce que l'intervention auprès de Nathan est un échec? Nathan, qui a des sentences, des différentes peines, qui est suivi depuis l'âge de 14 ans, il est rendu à 17 ans, il continue de ne pas respecter ses conditions. Donc, on peut se demander si ce qu'on fait, en fait, ce ne serait pas plutôt un échec. Ce qui m'a amené à me questionner sur comment on mesure, en fait, l'efficacité d'une mesure imposée à un jeune. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une peine va être efficace ou non, qu'une intervention avec en vertu de la LSJPA va être efficace ou non. Donc, dans la plupart des études, on va utiliser la récidive comme mesure d'efficacité. Donc, on va considérer que si le jeune ne récidive pas à l'intérieur de 12 mois suivant la peine, c'est généralement l'indicateur qu'on va utiliser pour justement dire si c'est un échec ou pas. Par contre, j'étais plus ou moins satisfaite par ce pan-là de la littérature, dans la mesure où j'étais beaucoup intéressée à aller plus loin dans la réflexion, puis voir est-ce que vraiment le fait que Nathan commette des nouveaux délits, est-ce que ça veut dire que vraiment tout ce qu'on a investi autour de lui n'a pas fonctionné? C'est là que j'ai découvert le désistement, donc ce concept, cet objet d'étude relativement nouveau, qui amenait à considérer la réussite de l'intervention, pas seulement en termes d'absence de récidive, mais plutôt en termes de changement observé dans les différentes sphères de la vie du jeune. Donc, on ne détermine pas la réussite, si on veut, de l'intervention de façon dichotomique entre savoir est-ce qu'il y a une récidive ou non. On va vraiment s'intéresser au processus de changement traversé par le jeune. Donc, les échecs et les réussites, si on veut, ne sont pas attribués directement à l'intervention. On va vraiment restituer le processus de changement de l'adolescent dans son contexte. Donc, considérer que ce jeune-là est en interaction avec son environnement et qu'il peut se passer plein de choses au point de vue individuel, au point de vue de ses relations sociales, au point de vue de la structure sociale aussi, au point de vue des politiques sociales qui vont faire en sorte que tout ça va influencer l'issue de l'intervention et que tous ces éléments-là doivent être pris en considération quand on veut évaluer qu'est-ce qui est le plus efficace, si on veut, pour soutenir la réintégration sociale de nos jeunes qui commettent des délits de façon grave ou persistante. Donc, toute cette littérature-là nous amène à considérer de nouvelles approches. Je vous parlais du modèle RDR. Donc, de nouvelles approches complémentaires qui vont être plus centrées sur les forces des jeunes au lieu de leurs besoins pour des déficits et sur le développement d'un projet de vie réaliste qui donnerait, là, dans le fond, des résultats tout aussi convaincants que les approches traditionnelles qu'on utilise. Donc, c'est bien beau là, de dire que cette nouvelle façon de concevoir peut-être l'efficacité des peines, une nouvelle façon de concevoir l'intervention, c'est super riche, ouvre plein de portes. Mais maintenant, comment on définit concrètement quand on parle de désistement? Qu'est-ce que c'est? Donc, la plupart des études vont définir ce concept-là comme étant un processus, si on veut, en 3 stades. Traditionnellement, les études nous faisaient distinguer le désistement primaire du désistement secondaire, un peu comme en parallèle avec la déviance primaire, la déviance secondaire. Donc, ce qu'on disait dans un premier temps, c'est que pour qu'une personne se désiste, donc, elle doit cesser de commettre des délits.
Donc, c'est comme le premier stade qui est plus de nature comportementale. Donc, c'est de s'engager, si on veut, dans l'action. Puis dans le cas qui nous préoccupe, là, c'est de s'engager dans la non-récidive. Ensuite, il faut que la personne adopte de nouveaux rôles sociaux et va procéder à des changements identitaires, ce qu'on appelle le désistement secondaire. Et avec ces nouveaux rôles sociaux-là, avec ces changements identitaires-là, la personne va en venir qu'à un peu, si on veut, rejeter l'étiquette de délinquant qui pourrait lui avoir été apposée et se définir comme étant une nouvelle personne, une personne transformée. Donc, vraiment, là, de laisser la délinquance derrière elle. Avec les années, on a ajouté, si on veut, une autre dimension à ce processus-là, qui est vraiment ce qu'on appelle le désistement tertiaire ou relationnel, où on nous dit qu'en fait, oui, c'est beau les changements identitaires, mais le processus de désistement ne serait pas complété tant que la personne n'aurait pas pu réintégrer la communauté et développer un sentiment d'appartenance envers la communauté. Donc, c'est vraiment les 3 stades principaux qui définissent le processus de désistement. Et on reconnaît le rôle d'intervenant à travers ça en disant que on peut soutenir ce processus-là autant par des interventions formelles, donc des acteurs du système de justice pénale, par exemple, que par des interventions informelles, donc tout le soutien offert par le réseau social, du bénévolat, du mentorat, l'aide par les pairs et tout ça. Donc, je vous présente ici un peu là, mon cadre conceptuel, ce qui guide ma réflexion, mes travaux, parce que j'ai regardé plus spécifiquement dans ma thèse. Donc, on voit bien donc le désistement primaire qui correspond à l'arrêt de la criminalité, l'arrêt de la délinquance. Vous voyez aussi en vert plus foncé le désistement secondaire, qui est l'identité transformée, l'adoption d'un mode de vie prosocial, puis le désistement tertiaire, qui est le sentiment d'appartenance et tous les liens sociaux qui vont se créer. En fait, moi, la portion qui m'a intéressée le plus, surtout avec nos ados, qui sont déjà, souvent les adolescents qui ont une délinquance grave et persistante, bon, ils ont plus vers 16, 17, 18 ans, là. Donc, sont déjà dans une période de transition de l'adolescence à la vie adulte. Et là, on leur demande en plus de faire une seconde transition, si on veut, de la délinquance vers l'adoption d'un mode de vie plus prosocial. Donc, c'est vraiment cette portion-là entre... en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où le jeune arrête de commettre des délits, puis qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va maintenir son abstention, si on veut, de commettre des délits. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, il va être capable de s'empêcher de récidiver, si on veut. Donc, je me suis basée pour ça sur des travaux là, qui ont été faits auprès d'adultes qui se sont désistés parce que les connaissances sur le désistement à l'adolescence sont somme toute limitées. Donc, ce que je suis allée voir, c'est de dire, une fois que le jeune a cessé de commettre des délits, une fois qu'il s'abstient de récidiver pendant un certain moment, si on veut qu'il continue dans ce chemin positif-là, il va entrer dans une phase de séparation. C'est-à-dire qu'il va devoir nécessairement changer ses routines, adopter des nouveaux comportements, changer les lieux qu'il fréquente, s'il veut se maintenir dans cette bonne voie, si je peux utiliser l'expression. Le fait que ces changements-là aient été apportés, ça va mener le jeune dans une phase critique, c'est-à-dire où il va vivre beaucoup d'ambivalence du fait qu'il est un peu entre deux mondes. D'une part, il a dû changer ses routines, rompre certaines amitiés, par exemple, changer certaines relations, mais il n'a pas encore, à ce moment-là, intégré de nouveaux réseaux sociaux, de nouveaux lieux, de nouvelles routines. Donc, il est un peu entre deux et parfois, on l'appelle la phase critique parce que ça peut sembler plus facile pour une personne de retourner à ce moment-là à ses anciennes habitudes parce qu'elles sont plus réconfortantes, parce qu'elles vont demander aussi peut-être moins d'efforts de changement. Donc, c'est une période cruciale dans le désistement. Donc, c'est une période qui est très propice aussi à l'introspection, réfléchir à soi, à son avenir, et qui, à partir de ces réflexions-là, vont nous mener vers la phase d'intégration où là, on adopterait des nouveaux rôles sociaux, où
les jeunes viendraient qu'à intégrer certains changements, les intérioriser davantage. Et c'est après ce processus-là, si on veut, donc ces 3 phases, qu'on pourrait atteindre le désistement secondaire. Donc, c'est ce qui a guidé une première partie de ma thèse. Donc, à travers une étude de la portée, on pourra y revenir aux besoins là, au niveau plus métaux. Mais c'était de voir c'est quoi les facteurs favorables qui font obstacle au processus de désistement d'adolescents engagés dans une délinquance grave ou persistante. Donc, ce qui ressortait des écrits, c'est que l'engagement dans ce processus-là, comme je disais, est très fragile pour les jeunes, surtout dans les phases initiales. Mais on en sait relativement peu sur ces processus-là, bien que ces connaissances-là, à mon sens, sont nécessaires pour mieux comprendre les éléments qui favorisent ou non ces changements-là, dans un but de pouvoir soutenir l'optimisation et le développement des politiques et des programmes d'intervention probants. Donc, ce que la littérature nous dit sur ce qui va soutenir en fait, ce qui peut retarder l'arrêt de la délinquance chez les jeunes, c'est sûr, plus on commence tôt à commettre des infractions, plus ça peut prendre du temps avant qu'ils arrêtent de commettre des délits. Il y a certains traits personnels aussi qui peuvent retarder l'arrêt de la délinquance. Dans une perspective de désistement, on va beaucoup axer sur les forces, sur le positif. Donc, ce qui peut soutenir le changement, ça va être beaucoup leur capacité à se projeter dans l'avenir. Est-ce que les jeunes sont capables d'avoir des plans, d'avoir une vision par rapport à leur projet de vie? Est-ce qu'ils veulent partir en appartement? Quel type d'emploi ils veulent avoir? Est-ce qu'ils veulent fonder une famille et tout ça? C'est de voir aussi toute la reconnaissance des impacts négatifs que la délinquance peut avoir, non seulement sur eux, sur leur vie, mais aussi sur celle de leurs victimes. Et aussi, ce qui peut soutenir le changement, c'est toute cette motivation à briser la routine. Et ce qui est intéressant, c'est que les études nous montrent que c'est pas toujours une motivation intrinsèque. Donc, ça part pas toujours du jeune, mais on peut imposer certains changements dans leur routine, en fait, qui vont faire en sorte de les motiver à entreprendre des changements. Puis, pour les soutenir là-dedans, c'est sûr qu'il faut prendre en considération qu'on doit leur donner un sentiment qu'ils peuvent changer leur vie, qu'ils peuvent prendre le contrôle de leur vie et qu'ils ne font pas uniquement subir les conséquences de leurs gestes qui leur sont imposés par les intervenants du système de justice pénale. Aussi, la littérature nous montre qu'il y a des éléments d'ordre relationnel importants à considérer. Donc, les relations sociales ont un rôle très important à jouer pour initier ou soutenir le désistement. Donc, que ce soit les liens prosociaux avec les pairs, d'avoir une relation amoureuse avec une personne qui va avoir une influence positive sur sa vie, que ce soit d'avoir des liens familiaux de qualité, avoir un engagement auprès de sa famille, puis un engagement envers des membres de sa famille aussi. Puis, la littérature aborde l'importance que peuvent jouer les intervenants là-dedans. Par contre, les connaissances demeurent très parcellaires là, à ce stade-ci. D'autres éléments qui peuvent favoriser le désistement, c'est les jeunes doivent avoir accès à du capital économique, donc ils doivent pouvoir avoir un emploi dans la mesure où les personnes là, qui travaillent avec les adolescents ont une influence positive sur eux. C'est sûr que si la personne occupe un emploi qui est avec ses collègues de travail sont engagés aussi dans la délinquance, évidemment là, que ça pourrait avoir un effet négatif sur le désistement. Puis surtout, les jeunes ont besoin de reconnaissance sociale, c'est-à-dire ils ont besoin de sentir qu'on reconnaît qu'ils ont de la valeur, puis qu'ils peuvent contribuer à la société. Donc, comme je disais, on en sait peu sur la nature des interventions psychosociales là, qui seraient favorables au désistement. Donc, ce qui est important, pourtant, comme le désistement, c'est un processus de changement qui survient à l'intérieur d'un contexte plus large que ce que le jeune lui-même va vivre. C'est important de prendre en compte tout le contexte structurel, tout le contexte relationnel. Donc, c'est important de considérer la nature des services qui sont offerts et dans une perspective de désistement, on va beaucoup mettre l'accent sur le soutien social,
sur des politiques sociales aussi là, qui vont être favorables au désistement. Donc, c'est ce que je suis allée voir un peu plus en profondeur dans ma thèse. Donc, je vous ai sorti quand même certains résultats principaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans les suivis d'activités cliniques de 26 adolescents qui étaient engagés là, dans une trajectoire de délinquance grave ou persistante. Puis, je suis allée voir, ben, c'est quoi les interventions qui sont réalisées avec ces jeunes-là? Qu'est-ce que les intervenants nous rapportent? Puis, qu'est-ce que ça peut avoir un peu là, comme impact dans la vie du jeune? Puis moi, j'ai pris des dossiers là, d'adolescents qui avaient maintenu, dans le fond, qui n'avaient pas commis là, de nouveaux délits pendant au moins 1 an après l'imposition d'une peine. Fait que j'ai pris comme un Nathan, mais qui lui, là, n'avait pas récidivé pendant un certain temps. Donc, ce que ça nous montre dans cette optique-là, c'est de dire, ben, quand on fait des interventions avec un jeune comme Nathan, ben, le fait de prescrire des tâches puis de leur rappeler constamment leurs obligations, c'est pas suffisant pour qu'il y ait des changements là, substantiels qui surviennent. Souvent, les intervenants vont plutôt noter que ces jeunes-là, ils manquent d'organisation puis ils manquent de structure. Ce qui fait en sorte que durant les rencontres, comme on peut voir, ça c'est un extrait de suivi d'activité clinique là, qui a été pris dans le dossier d'un jeune. Fait que, ce qu'on peut voir, c'est au final que les rencontres sont très centrées sur le négatif, sur ce que le jeune n'a pas fait dans ses démarches qui lui étaient imposées par la Cour, donc plutôt que les bons coups qu'il a pu faire, dans le fond, dans les dernières semaines. Donc, puis on voit bien dans cet extrait-là que c'est des jeunes qui souvent se retrouvent avec beaucoup de rendez-vous. Donc, c'est sûr que plus un jeune a de rendez-vous, ben, plus il y a une probabilité de manquer ce rendez-vous-là, d'oublier de faire certains suivis. Donc, en bout de piste, comme il ne respecte pas ses obligations, ça fait en sorte qu'on est toujours un petit peu là, dans le négatif dans les rencontres avec eux. Donc, au fil du temps, on se retrouve avec des changements imposés qui pèsent très lourd sur les épaules de ces jeunes-là. Dans le sens qu'il y a souvent, il y a beaucoup de rencontres à avoir parce qu'ils ont beaucoup de conditions à respecter. Donc, on leur demande d'entreprendre des suivis, de faire des démarches pour trouver un emploi, de se réinscrire à l'école. Ils ont des interdictions de fréquenter certaines personnes, certains lieux. Parfois, ils peuvent avoir des couvre-feux aussi, des assignations à domicile. Donc, ils ont des démarches à faire souvent avec leurs avocats, avec des organismes de justice alternative, parce qu'ils ont souvent des travaux bénévoles à faire en plus de la peine qui leur est imposée. Donc, ça devient un peu difficile pour eux de gérer ça. Ils trouvent qu'il y a trop de rencontres, que tout ce qu'ils font, en fait, c'est travailler, aller à l'école. Donc, ils ont l'impression un peu d'étouffer à travers le suivi, ce qui peut avoir pour effet, plus souvent qu'autrement, de vraiment les décourager à travers toutes les démarches qu'ils ont à faire. Puis aussi, souvent, dépendamment là, du contexte économique, il peut avoir un effet de découragement si le jeune, ben, il multiplie les démarches, mais qu'en fait, il ne vit jamais de succès. Donc, le jeune peut faire les 15-20 démarches d'emploi qu'on lui demande dans une semaine, mais s'il n'y a jamais de retour d'appel, s'il n'y a jamais personne qui s'intéresse à sa candidature, au final, ils viennent qu'à être découragés, en fait, plus qu'autre chose là, de leur situation. Donc, avec le cumul des exigences qu'on a envers eux, puis le fait c'est difficile pour eux de vivre des succès à travers ça, il y en a qui vont un peu choisir en cours, durant leur peine, de moduler leur participation à certaines activités ou du moins, ça peut être pas mal tentant pour eux d'arrêter de bien faire les choses, si on veut. Donc, si on prend ici, par exemple, Pierre-Olivier, ben lui, c'est un jeune qui allait super bien, qui allait à l'école, qui avait un emploi à temps partiel, qui respectait toutes ses conditions. Puis, quand on lit le dossier au début, on se dit « Waouh, ce jeune-là va s'en sortir ». Puis, sa vie va prendre un tournant très positif. Par contre, après quelques mois de suivi, ce qu'on voit plutôt, c'est que Pierre-Olivier décide de faire un arrêt par rapport à sa scolarisation parce qu'il y a trop de choses à son agenda en ce moment, il y a trop d'exigences envers lui et il ne sait plus où mettre la tête. Où mettre la tête, pardon. Donc, on voit bien que l'impact que peut avoir le nombre de conditions qu'on impose aux jeunes, donc c'est peut-être pas surprenant tant que ça qu'au final, ils finissent par ne pas les respecter, ces conditions-là, parce que c'est juste pas réaliste pour eux. Donc, on a plusieurs jeunes que leurs options sont limitées, en fait, pour satisfaire aux conditions liées à l'occupation du temps. On leur demande d'avoir un emploi ou d'aller à l'école, mais c'est pas toujours possible
c'est pas toujours possible pour eux, en fait. Il y a des jeunes qui, considérant les difficultés scolaires puis les difficultés qu'ils ont vécues dans leur parcours scolaire, c'est pas nécessairement réaliste de leur demander là, d'y retourner, en fait, c'est pas nécessairement attrayant pour eux. Puis il n'y a pas toujours la place dans les établissements scolaires pour les accueillir. Et en même temps, qu'on leur demande tout ça, bien, l'approche d'ajustement nous dit à quel point le soutien social est important pour ce processus-là, mais les sources de soutien social qu'on dit informelles sont plutôt limitées. Donc, il y a plusieurs difficultés sur le plan du fonctionnement social qu'on a pu relever dans le dossier des jeunes. Donc, beaucoup de conflits familiaux, des parents séparés qui fait en sorte que le jeune n'a pas vraiment de contact avec un ou deux, bien, avec au moins une figure parentale. On parle de familles où il y a certaines difficultés socio-économiques également. Donc, les parents sont vivent tellement de difficultés eux-mêmes que c'est difficile pour eux d'être disponibles pour soutenir leur adolescent dans ses démarches. Donc, ce qui va faire en sorte que le jeune peut trouver un petit peu moins de soutien du côté familial. Même chose au niveau du réseau social. Donc, tous les pères, souvent, ben, c'est des jeunes qui commettaient des délits avec eux. Donc, ce qu'on leur impose comme condition, puis ce que le jeune doit faire pour sortir de la délinquance, ben, c'est ne plus voir ces jeunes-là. Donc, le jeune se retrouve un peu retiré dans une position davantage de retrait social. Donc, on a des jeunes que leurs amis ne peuvent plus aller les voir ou ne veulent plus les voir parce qu'ils ne peuvent plus consommer ensemble. Des jeunes qui décident eux-mêmes de rompre certains liens ou de passer leur temps à domicile, en fait, pour éviter de croiser par hasard un de leurs amis, puis un de ses amis, puis se retrouver en bris de conditions. Donc, on se retrouve avec des jeunes là, qui ont très peu de soutien. Donc, au final, ce que ça m'a amené à identifier, en fait, c'est un peu de voir, bien, de mieux comprendre peut-être la situation d'adolescents comme Nathan, puis essayer de comprendre bien, pourquoi, même s'il y a plusieurs contacts avec le système de justice pénale, même s'il y a plusieurs interventions qui sont faites, bien, pourquoi Nathan, en fait, bien, continue dans la délinquance, puis ne respecte pas plus ses conditions. T'sais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut situer ce processus-là. Dans le fond, il faut situer l'intervention psychosociale à l'intérieur du processus de désistement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les jeunes, oui, les peines qu'on leur impose nécessitent en fait qu'ils apportent certains changements dans leur vie. Mais il faut comprendre que ces changements-là surviennent alors que le jeune a déjà entrepris une certaine démarche. Donc, quand le jeune est arrêté durant le processus judiciaire, souvent, il y a des remises en question qui vont se faire. Il rencontre des intervenants qui évaluent son risque de récidive, qui entreprennent déjà certaines démarches avec lui. Donc, ça va faire en sorte que, même avant que la sentence soit prononcée, le jeune peut être, il ne sera pas nécessairement très engagé dans son changement. Il y a quand même certaines... c'est ça, il y a quand même peut-être des idées là, de où il veut aller dans l'avenir. Ça se peut qu'il explore certains rôles sociaux, qu'il remette en question ses conduites délinquantes. Et ça va faire en sorte que quand la peine arrive, un peu comme on voyait dans le cas de Pierre-Olivier tout à l'heure, ben, c'est sûr que lui, ce qu'on lui impose, s'il ressent trop de pression par rapport aux conditions qui lui sont demandées, s'il ressent qu'il y a trop de contraintes liées à ces peines-là, si l'accès aux ressources et aux opportunités de changement est trop limité, bien, au final, ce que ça peut faire, c'est que ça peut nuire à toute cette réflexion-là qu'il avait entamée par rapport à sa situation actuelle et à son avenir. Ça peut aussi nuire à l'exploration des rôles sociaux. Donc, ce jeune-là, au lieu d'explorer peut-être différentes avenues sur le plan de la scolarité, de sa formation, en fait, ça devient un petit peu plus limité à ce moment-là parce qu'il ressent trop de pression pour se plier aux exigences, en fait, là, des conditions. Donc, ça va nuire à son cheminement, en fait. Ce que j'ai identifié comme étant, en fait, quand on dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour aider Nathan? Donc, c'est sûr qu'une surveillance que j'appelle plus active, c'est-à-dire avec un intervenant qui va être là pour susciter l'engagement de Nathan dans son processus de changement. C'est un intervenant qui va prioriser des cibles d'intervention dans une approche plus collaborative, qui va impliquer Nathan pour l'amener à reprendre un peu de pouvoir sur sa vie. Ça peut donner plus l'espoir qu'il peut changer, en fait, puis que sa vie peut être autrement.
Donc, si j'ai un intervenant qui accompagne le jeune, qui va, ça peut être une aide très concrète, comme lui donner des billets d'autobus, aller à sa rencontre plutôt que de demander au jeune de toujours se déplacer puis venir, lui, au bureau, par exemple, pour nous rencontrer. Donc, ça peut être des petites actions comme ça qui vont être entreprises. De l'accompagner dans ses démarches, d'aller avec lui, de l'aider à faire son CV, d'aller emporter, de faire des démarches dans des organismes communautaires. Des fois, il y a des stages d'employabilité qui sont disponibles. Donc, c'est le genre de, oui, l'intervenant surveille le respect des conditions de l'ordonnance, mais il est impliqué activement dans le processus de changement de Nathan. Donc, ça va avoir comme effet de soutenir, de donner en fait des expériences positives à Nathan et d'avoir des contacts avec une personne qui lui renvoie une image positive de lui-même puis de ce que peut être son avenir. Donc, ce qui peut l'aider là, à cheminer dans sa réflexion par rapport à son avenir et l'aider à s'engager dans un projet de vie qui va être structurant puis qui va être motivant pour lui. Tandis que si j'ai un intervenant qui est plus dans une surveillance passive, donc on est plus dans comme on voyait au début, prescrire des tâches, faire des rappels. Là, à ce moment-là, ça pourrait plutôt nuire au processus de désistement. Donc, ce qu'on peut faire pour aider Nathan, donc c'est vraiment utiliser son pouvoir discrétionnaire. Ce que les études nous montrent, en fait, c'est que les intervenants doivent s'adapter aux besoins du jeune, de venir un peu individualiser les pratiques, d'impliquer davantage le jeune dans la prise de décision et l'accompagner là, concrètement dans les différentes démarches qu'il a à faire. Je vais aller, je viens tout de vous raconter ça. Donc, je vais aller, donc, le message qui ressort des études basées là, sur le désistement, donc c'est vraiment le lien d'abord. Donc, retenir que l'intégration sociale et communautaire des adolescents engagés dans une délinquance grave ou persistante peut précéder ou promouvoir les changements identitaires et que l'intégration dans la communauté peut leur donner l'impulsion, peut être l'élément déclencheur, en fait, du processus de changement. Puis, dans le fond, le jeune, on peut commencer par l'intégration sociale, donc par lui donner une place positive dans la communauté, l'impliquer de différentes façons, lui faire vivre des expériences positives. Donc, ces expériences-là peuvent venir avant même le désistement comme tel. Donc, dans certains cas, le fait d'offrir ces opportunités-là aux jeunes peut éveiller l'espoir et lui donner la motivation de faire les efforts nécessaires pour changer. Mais pour ça, il faut leur laisser du temps. Il faut individualiser les pratiques et tenir compte d'où le jeune part, puis où il est rendu dans son processus de changement, puis de ce qu'il veut. Puis surtout, il faut à tout moment du processus reconnaître les changements, aussi minimes qu'ils puissent nous paraître. Donc voilà, ça fait le tour un peu là, de ce que je voulais vous présenter. Donc, définir le désistement, parler des facteurs favorables ou qui peuvent faire obstacle, puis comment les intervenants peuvent les soutenir à travers tout ça. Donc, je vous remercie de votre écoute. Puis, voilà, je vais être disponible pour vos questions.